Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous lire le 9e chapitre qui s'intitule « Comment la famille et l'équipe soignante gèrent-elles leurs sentiments ?» Donc c'est issu du livre « Accueillir la mort » d'Elisabeth Kubler-Ross. Comment la famille et l'équipe soignante gèrent-elles leurs sentiments ? Est-il vrai que les familles traversent les mêmes phases du mourir que le malade en phase terminale, mais pas nécessairement au même moment que lui? C'est exact. En règle générale, les membres de la famille et de l'équipe restent à la traîne. Nous avons parlé des familles de patients en fin de vie et du fait qu'on doit les aider à accepter cette perte. Mais qu'en est-il des familles et des individus qui n'ont pas atteint la phase d'acceptation avant la mort d'un être cher? Ils devront traverser toutes les phases du mourir après la survenue de la mort. Comment gérer une mort qui survient dans sa propre famille, par exemple celle d'un parent, alors qu'on est tellement impliqué sur le plan émotionnel? Peut-on être d'une aide quelconque? C'est possible, mais bien plus difficile lorsqu'il s'agit d'un parent. Si vous vous en sentez incapable, peut-être pourrez-vous vous adresser à une personne qui n'appartienne pas à votre famille, qui puisse parler de l'événement avec moins d'émotion et qui se montrera sans doute beaucoup plus utile. Tout dépend encore une fois du fait que vous vous sentez à l'aise ou non. Il vous sera éventuellement possible d'atteindre le stade où vous pourrez agir de même avec votre mère. Pourriez-vous préciser comment on peut aider les membres d'une famille à s'occuper d'un parent mourant tout en respectant leurs propres besoins? Il est très important d'aider la famille afin qu'elle puisse elle aussi vivre sa vie. Ainsi, lorsqu'une mère est mourante, il ne faut pas empêcher la fille ou le fils de voir leurs amis ou d'aller au cinéma. Les proches doivent bénéficier de moments où se reprendre, recharger leur batterie, surtout lorsque le processus du mourir est long. Faute de quoi, ils vont s'épuiser émotionnellement et physiquement avant la mort de leurs parents. C'est à vous de les aider et à y parvenir tout en les empêchant de se sentir coupables. Les amis et les parents du malade traversent-ils les 5 phases comme le malade lui-même? Oui, tous ceux qui s'impliquent réellement auprès d'un malade en fin de vie doivent passer par certains ajustements, soit avant la survenue de la mort, soit après. Comment préparer un mari, une femme, une mère ou un père à la mort de l'être cher? En commençant tôt, au moment où la famille va encore bien, où chacun peut aider les autres à affronter le fait que nous devons tous mourir. Lorsque l'événement arrivera, inopinément, l'expérience se révélera donc moins traumatisante. Comment vous comporteriez-vous face à des parents qui ont donné des instructions précises avant l'hospitalisation de leur fils, un jeune marié atteint d'un cancer du poumon, afin qu'on ne lui parle pas de sa maladie? Je leur expliquerai que j'ai affaire à un homme marié, adulte, et que le contrat n'existe qu'entre lui et moi. S'il insiste pour qu'on ne lui dise rien, je lui répondrai qu'ils ont toujours le droit et la liberté de choisir un autre médecin. Souvent, les jeunes malades dépendent financièrement de leurs parents, et ce, bien après leur majorité. C'est surtout le cas lors de maladies incurables extrêmement coûteuses. Voilà pourquoi de nombreux patients majeurs, mais jeunes, ne peuvent pas choisir leur médecin. Ma grand-mère ne peut évoquer ni le cancer ni la mort de mon grand-père alors qu'il a besoin, lui, d'en parler. Elle donne l'impression de nier, lui le traduit verbalement par des expressions comme cette saleté de cancer. Apparemment, ils ne se quittent jamais. Dans ces conditions, comment puis-je agir? Je vois bien que mon grand-père est très demandeur. Que faire pour sortir de cette situation? Si votre grand-père ne quitte pas votre grand-mère, vous pouvez dire en sa présence « Tu détestes ce cancer, n'est-ce pas, grand-père ?» et amorcer la discussion de sorte qu'il vous fasse partager son besoin de parler. Si elle ne le supporte pas, elle pourra toujours sortir de la pièce. Ou vous demander clairement de mettre fin à cette conversation.
Vous pourrez alors lui répondre que votre grand-père a peut-être besoin d'en parler et il abondera dans votre sens. Comment une infirmière doit-elle se comporter face à un médecin qui se met en colère dès qu'il voit un malade dans un état critique? Je suis certaine que cette colère révèle un refus de la mort du patient. Que faire pour lui? Au lieu de répondre à sa colère par la colère ou de la prendre pour vous, peut-être serait-il bon d'aller le trouver un jour et de lui dire. C'est difficile, n'est-ce pas? Si vous pouvez exprimer de l'empathie face à son angoisse, il s'ouvrira sans doute et vous fera partager ses difficultés à affronter la mort de patients qu'il essaye désespérément de sauver. Le processus du chagrin anticipatoire est-il identique à celui du chagrin qui suit une mort non précédée d'un changement anticipatoire? Le processus du chagrin anticipatoire présente quelques petites différences. Le patient et sa famille font réellement leur deuil des pertes imminentes. Dans le processus du chagrin qui suit la mort, la famille fait son deuil d'une perte passée. D'ordinaire, ce dernier phénomène prend plus de temps. Le premier ne dure que si l'on empêche le malade ou sa famille d'exprimer leur chagrin. Vous arrive-t-il de pleurer avec un malade? Une partie de moi dit « c'est bon, si c'est ma réaction viscérale sincère, je dois la faire partager », tandis que l'autre moitié demande « pourquoi est-ce que je pleure? Peut-être n'ai-je pas suffisamment travaillé mes propres sentiments pour m'occuper de ces patients. » Oui, je pleure avec mes patients. Parfois j'ai les larmes aux yeux en sentant que je vois pour la dernière fois un malade dont je m'occupe depuis longtemps. Je n'ai pas l'impression que ce comportement soit anti-professionnel. Le problème n'est pas d'avoir suffisamment travaillé ses sentiments ou non, mais plutôt de savoir jusqu'où l'on est prêt à faire partager sa dimension humaine. Intéressant. Hein? Vous avez évoqué la mère d'un enfant mourant qui avait traversé les différentes phases avant de parvenir à accepter la mort. Cette attitude est-elle typique des proches du mourant? Vivent-ils ces phases avant lui, en même temps que lui ou après lui? En général, la famille reste à la traîne. Il est très rare de la voir devancer le malade devant sa progression d'une phase à l'autre ou se situer au même niveau que lui. La plupart du temps, le patient en fin de vie est en avance sur sa famille. Je veux que mon contact avec les patients en fin de vie atténue mon anxiété quant à la mort. Je veux me servir d'eux comme d'un outil afin d'atteindre l'acceptation. Un commentaire? Si vous voulez vous servir de vos malades pour satisfaire vos propres besoins, vous serez incapable de les aider, vous donnerez peu et ne recevrez qu'à la mesure de ce que vous aurez donné. Prenons le cas d'un patient en période de rééducation après un traumatisme consécutif à un accident ou une maladie, par exemple une paralysie et ou une amputation. Sa famille reste à la traîne sans parvenir à l'acceptation. Elle peut donc le freiner dans sa progression, voire l'empêcher de réaliser pleinement son potentiel. Y a-t-il plusieurs façons d'aider la famille à atteindre l'acceptation? Lorsqu'un patient a progressé dans les phases qui mènent à l'acceptation alors que ses proches restent à la traîne, on doit leur consacrer tout son temps et tous ses efforts pour qu'ils puissent traverser leur propre phase de colère, de marchandage et de dépression. Accepter le fonctionnement limité du malade, voire sa mort imminente, et ce faisant l'aider indirectement. Mais n'oubliez pas que vous n'avez pas à les forcer, faute de quoi vous ferez plus de mal que de bien. Comment aider la famille ou l'entourage à accepter la mort d'un être cher avant qu'elle ne survienne, à savoir tant que la personne est en bonne santé et après qu'elle s'est produite? En les aimant jour après jour, de sorte qu'ils aient réglé toutes les affaires courantes et qu'ils n'aient pas de regrets le moment venu. Si vous êtes confronté à une famille après la mort du parent, rendez-vous disponible et assistez-la dans sa progression à travers les phases de colère, de dépression et enfin d'acceptation. Comment
vous comportez-vous face aux parents d'un mourant? Essayez-vous de leur parler, de leur manifester de la gentillesse ou autre chose? Les parents d'un patient en fin de vie sont des êtres humains au même titre que lui. Parfois, lorsqu'ils n'ont pas besoin de parler, tout ce qu'ils veulent, c'est être en compagnie d'une personne silencieuse et attentionnée. Parfois, il leur faut de la gentillesse. Si vous avez envie de leur en manifester, faites-le. Parfois, ils ont besoin d'aborder des sujets plus prosaïques, comme le pronostic ou les examens que le malade doit subir. Vous devez alors satisfaire leurs demandes. Il est essentiel de définir leurs besoins et d'y répondre sans partir du principe que votre rôle consiste à être gentil. Vous nous recommandez d'être honnête et de faire partager nos réactions instinctives. Je suis d'accord dans la majorité des cas. Mais faut-il aller jusqu'à dire au patient « j'ai peur de mes sentiments sur la mort et je ne les ai pas encore réglés ». Ne vaut-il pas mieux les résoudre d'abord et ensuite en parler au malade? Une personne qui peut reconnaître qu'elle a toujours peur de ses sentiments sur la mort et qu'elle ne les a pas résolus, mais qui se sent suffisamment à l'aise pour l'exprimer, n'est pas vraiment pétrifiée. J'ai fait partager à des patients bon nombre de mes ambiguïtés et de mes préoccupations. Ces propos leur ont souvent donné l'occasion de s'ouvrir à moi et de me faire partager leurs propres préoccupations à mon égard. Je pense que notre peur de mal faire ou de mal dire est exagérée. Si le malade perçoit que vous êtes réellement concerné et que vous aussi vous avez des préoccupations humaines, il se sentira beaucoup plus à l'aise et pourra encore mieux vous faire partager ses sentiments. Pouvons-nous savoir comment nous accepterons notre mort? Nous avons répondu à votre questionnaire. Est-ce une façon d'y parvenir? Au contraire. Ne pourrons-nous le savoir qu'au moment où nous en ferons l'expérience? Selon moi, nous ne pouvons qu'émettre des suppositions sur la façon dont nous réagirons à cet événement. Nous n'en sommes jamais tout à fait sûrs tant qu'il ne s'est pas produit dans les faits. Pourtant, à un moment donné, nous commençons à nous sentir si bien face à cette question que nos hypothèses en deviennent assez pertinentes. Que faire pour avoir moins peur de souffrir? C'est une question délicate. Je pense que pour surmonter sa peur de la souffrance, on peut, par exemple, passer du temps avec ceux qui traversent une crise et les aider. Petit à petit, on a de moins en moins peur. Comment amorcer le processus d'acceptation de la mort avant que cette dernière ne devienne imminente? On devrait l'amorcer dans sa jeunesse en allant visiter des maisons de retraite, des hôpitaux pour malades chroniques, des patients en phase terminale, en regardant sa propre mort en face, en rédigeant son testament et en discutant de la question avec sa famille bien avant de tomber malade. On devrait permettre aux enfants d'aller voir les malades et d'assister aux obsèques. Il faudrait également débarrasser les hôpitaux et les maisons de retraite des panneaux qui précisent que les visites sont interdites aux enfants de moins de 14 ans. Comment un membre d'une profession médicale que les soins aux mourants mettent mal à l'aise peut-il assumer le processus de la mort et du mourir? Il dispose de plusieurs possibilités. Je crois que la première étape passe par la reconnaissance de ce malaise. C'est ce que vous faites en posant votre question. La deuxième passe par des discussions avec des professionnels de la thanatologie, et ce afin d'identifier ce qui provoque plus particulièrement le malaise. À mon avis, nous sommes tous mal à l'aise au début de notre carrière et plus nous passons de temps avec ces patients, mieux nous nous sentons. Quelques conseils permettraient d'éclaircir le pourquoi de ces difficultés. Si elles interfèrent avec le travail, sans doute doit-on envisager une spécialisation où les rapports avec les mourants sont rares, comme par exemple la dermatologie ou l'ophtalmologie. Il me semble que la peur de la mort est en fait une peur de l'inconnu.
Vous avez dit que tous les jeunes mariés sont eux aussi confrontés à l'inconnu, mais ils peuvent toujours parler à des gens mariés et se renseigner auprès d'eux sur la façon dont ils vivent le mariage. Or, c'est impossible pour ce qui concerne la mort. C'est une chose que nous ne connaîtrons que lorsqu'elle nous arrivera. Dans le meilleur des cas, nous avons une réaction déplacée. C'est vrai, mais je n'ai pas l'impression que la peur de la mort soit en fait une peur de l'inconnu. Les gens qui se sont forgés une solide conception de la vie après la mort et qui y croient vraiment ont également peur de mourir et traversent les mêmes phases que les autres. Comment une personne qui parle aux patients en fin de vie peut-elle régler sa propre peur de la mort? À mon sens, les professionnels de l'accompagnement des mourants doivent d'abord travailler avec des patients qui n'appartiennent pas à leur génération. Si l'on met en contact une jeune élève infirmière avec une mourante de son âge, elle sera sans doute bouleversée au point de ne plus pouvoir fonctionner. En revanche, si elle a vécu quelques bonnes expériences, peut-être avec des gens d'un certain âge ou appartenant à une autre génération et à un autre sexe qu'elle, elle constatera qu'elle n'éprouve aucune difficulté et que très souvent les patients en phase terminale l'aident à assumer sa propre peur de la mort. Lentement, graduellement, elle pourra travailler avec des gens de son âge et de son sexe. Personne ne vous aide mieux à venir à bout de vos propres inquiétudes qu'un malade en fin de vie. Peut-on affronter sa propre mort en restant en phase avec ses propres sentiments? Existe-t-il un schéma plus structuré qu'on puisse utiliser? Il me semble que j'éprouverais des difficultés folles et que j'aurais besoin d'aide pour garder le cap. J'ai peu de contact avec des patients en fin de vie qui puissent me stimuler. Il existe quantité de façons d'affronter sa propre mort. Bien sûr, nous devons déjà nous rappeler à chaque jour qui passe que notre vie est limitée dans le temps. Nous pouvons lire des romans, de la poésie ou envisager la mort à travers toutes les formes qu'elle prend pour se présenter à nous, la musique, le théâtre, la peinture. Nous pouvons également visiter les maisons de retraite, les établissements psychiatriques et les hôpitaux pour nous souvenir que la vie n'est pas un éternel printemps. De même, nous pouvons aborder la question avec des amis ou des gens qui nous mettent à l'aise et leur exprimer notre point de vue. La religion envisage la mort sous un angle beaucoup plus large. Tout individu enclin à la religion ne peut s'empêcher de réfléchir au sens de la vie et partant à celui de la mort. Nous organisons des ateliers sur la mort et le mourir dans l'ensemble des États-Unis dans le but de susciter la discussion et la réflexion en matière de thanatologie. Ils sont ouverts non seulement aux professionnels, mais aussi à toute personne qui devra un jour affronter la mort. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui, comme les cardiaques, peut mourir à tout moment? Nous devrions tous regarder notre mort en face avant de tomber malade ou d'être confrontés à une crise cardiaque potentiellement fatale. En apprenant à accepter notre finitude et notre plus jeune âge, nous nous préparons à accepter la mort lorsqu'elle se présentera. Avec un patient qui n'a jamais envisagé sa mort et qui se remet d'une crise cardiaque, il est plus sage de ne pas aborder le sujet avant qu'il ne le fasse lui-même. Peut-être peut-on lancer la discussion par cette question: est-ce que ça a été effrayant? Lors de vos conférences et dans votre livre Les derniers instants de la vie, vous avez fort bien décrit les étapes qui permettent d'affronter la mort. Je me pose pourtant la même question: comment avoir la volonté de faire face à sa finitude? Si nous le voulons, la chose évolue-t-elle à mesure que nous fréquentons les malades et les mourants? Quelles sont les conséquences de cette confrontation sur le plan émotionnel et intellectuel? Pouvons-nous y parvenir vraiment avant de mourir? Il y a bien des manières d'affronter sa propre finitude. La première consiste à passer du temps avec les malades en phase critique et les patients en fin de vie, à s'identifier à eux, à les accompagner dans toutes les étapes et à réussir à accepter leur mort. Selon moi, chaque fois que nous y parvenons, sur le plan émotionnel et intellectuel, nous nous approchons un peu plus de l'acceptation de notre propre finitude. Nous avons également rencontré des patients qui avaient atteint l'acceptation après des années de souffrance
de toutes sortes. Des gens qui avaient eu une vie différente. Alors, je reprends la phrase. Des gens qui avaient eu une vie difficile, subi des pertes et avaient si souvent traversé ces étapes qu'ils étaient parvenus à l'acceptation avant même de tomber malades. La troisième possibilité consiste à mettre tôt nos enfants en contact avec les maisons de retraite et les hôpitaux, à leur parler de la mort, à rédiger notre testament et à préparer nos familles à l'éventualité qu'un de ses membres puisse mourir à tout moment. Si les enfants grandissent dans cet état d'esprit, ils considéreront la mort comme partie intégrante de la vie et n'auront pas à passer par toutes ces étapes lorsqu'ils seront confrontés à une maladie incurable. Les gens qui ont grandi dans une ferme voient souvent en la mort un élément de la vie, car depuis leur plus tendre enfance, ils ont été témoins de la première comme de la seconde. Comment se préparer à s'occuper des patients en fin de vie? En allant les voir, en s'asseyant près d'eux, en les écoutant et en apprenant d'eux. Pouvez-vous nous faire part des techniques qui permettent d'aider aux patients à progresser dans le processus du mourir? Suffit-il d'être présent et de le laisser aller à son rythme? Il faut simplement l'aider à progresser à son rythme, on y parvient d'autant mieux qu'on a affronté sa propre peur de la mort. Je suis élève infirmière, des malades m'ont fait part de leur peur de mourir, j'aurais aimé leur venir en aide, mais je me suis sentie très démunie. Est-ce normal? C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui s'occupe de patients en fin de vie doit-il traverser toutes les phases avec chaque malade? Entre-t-il dans la relation alors qu'il a déjà atteint une phase donnée? Nous ne traversons pas toutes les étapes avec tous les patients, mais seulement avec ceux envers lesquels nous nous impliquons réellement. Bien que je me sente parvenue à l'acceptation, je connais souvent une courte période de colère et de dépression quand je travaille avec les mourants qui se trouvent dans ces mêmes étapes. Quelle influence l'expression des émotions du thérapeute a-t-elle sur le patient en fin de vie? Il en est de l'expression des émotions du thérapeute comme des drogues. La bonne dose donnée au bon moment peut faire des merveilles. Le trop est nocif pour la santé et le trop peu est tragique. Quel est le rôle de l'assistante sociale qui a affaire à un patient en fin de vie et à sa famille? Nous ne faisons aucune différence entre tous les professionnels de l'accompagnement. Nous ne voulons pas que les ecclésiastiques s'occupent uniquement des besoins religieux ou spirituels du malade, les psychiatres de leurs besoins émotionnels et les médecins de leurs besoins physiques. Depuis toujours, l'assistante sociale prend en charge les besoins économiques et ceux qui ont trait à la famille. Dans nos ateliers interdisciplinaires sur la mort et le mourir, nous avons très souvent échangé les rôles. Quiconque se sent mieux avec un membre de la famille ou avec un patient donné deviendra presque automatiquement son soutien attitré. L'assistante sociale s'est plus d'une fois occupée d'un mourant avec succès parce qu'elle avait établi avec lui une relation aussi bonne que riche de sens. L'ecclésiastique s'est alors consacré aux aspects sociaux, parfois même financiers et émotionnels de la famille. L'assistante sociale est un élément irremplaçable et très important de notre équipe. Tous ensemble, dans le groupe interdisciplinaire, nous devons disposer de ressources suffisantes pour répondre à l'ensemble des besoins du patient en fin de vie et de sa famille. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour aborder le 10e chapitre qui est « Autres problèmes de l'équipe soignante ». Merci, à bientôt.